Salut Internet, salut à toi YouTube, salut à toi l'internaute qui me regarde. Alors avant toute chose aujourd'hui, j'aimerais dédicacer cet épisode à mon grand-père qui est assez malade en ce moment et qui est aussi un peu fasciné par l'immensité de l'univers, etc. Donc voilà, papy, si tu me regardes, eh bien cet épisode est pour toi, je te le dédie. Alors, Euh, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je pense que tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Je vais essayer de te parler des pulsars, et plus généralement des étoiles à neutrons qui sont parfois des pulsars. Alors pour te parler de ça, je vais avoir besoin de t'expliquer un petit peu comment meurt une étoile, car c'est en général à ce moment-là que peuvent se former plusieurs objets astronomiques, dont les pulsars. Alors comme tu peux le voir ici, nous avons une étoile. Ici nous avons pris Sol pour soleil, hein. Bon, c'est histoire que tu sois familier avec ce qu'il y a devant toi. Donc le soleil, eh bien, il sera amené un jour à mourir et j'aimerais commencer par t'expliquer ce qui va se passer dans son centre le jour où il va mourir. Alors, si tu veux plus de précision sur ce qui se passe exactement, j'ai fait une vieille vidéo qui s'appelle Swing Star et qui va t'expliquer un petit peu, enfin qui essaie de t'expliquer comment se forme et comment meurt une étoile. Mais je vais quand même faire un petit cours de rattrapage pour ceux qui seraient en retard. Voilà. Alors, comment marche une étoile? Eh bien, c'est tout simple. Une étoile est formée un noyau de matière assez dense, et d'énergie et de matière aussi, euh, qui forment une enveloppe. Alors, quelle est la particularité de tout ça? C'est tout simplement que le noyau d'énergie que tu vois là comment dire, est une boule de matière très très dense qui provoque une réaction nucléaire qui a pour but, enfin qui a pour effet de renvoyer de l'énergie, voilà, à l'extérieur du noyau, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et qui contrecarre tout simplement tout l'amas de matière qui orbite autour de son noyau. Donc cet amas de matière qui est quand même qui sont des gaz, hein, et de l'énergie, a tendance à s'écraser, à vouloir s'effondrer sur le centre sur le noyau tout simplement de cette étoile, et cela est dû à la gravité. Seulement voilà, ce noyau-là a besoin d'un carburant pour pouvoir continuer à créer de l'énergie et à pouvoir vivre. Et il vient toujours à un moment où le noyau, ici, n'a plus assez de carburant à griller autour de lui pour pouvoir créer cette explosion, hein, nucléaire, plutôt cette réaction nucléaire, et ce qui a pour effet d'avoir un effet assez catastrophique qui est de ne plus produire d'énergie pour renvoyer la matière qui essaie de s'effondrer dessus. Alors pour le coup, hop, toute la matière qui est sur les côtés vient s'effondrer brutalement sur le noyau. Alors avant de continuer l'explication, j'aimerais comment dire attirer ton attention sur la manière que l'on a de qualifier le poids d'une étoile. Alors, une étoile, dans l'espace plutôt, on essaye de prendre des références qui nous parlent et qui sont assez communes pour nous. Et on a trouvé un moyen de calculer, enfin pas de calculer, de décrire le poids d'une étoile d'une manière assez simple. On parle de masse solaire. Donc, qu'est-ce qu'une masse solaire? Tu t'imagines bien que c'est tout simplement le poids du Soleil. Donc, si tu vois un Soleil enfin une étoile qui fait 10 masses solaires, c'est que, eh bien, elle fait 10 fois la masse du Soleil. Voilà, donc elle peut même faire moins, hein, elle peut faire 0,8 fois la masse du Soleil pour les toutes petites étoiles. Alors, je vais essayer de te montrer ce que je viens de te dire avec ce schéma. Donc, comme je te disais, en fait, au moment de la mort d'une étoile, ce qui se passe, la réaction que l'on décrit, on a appelé ça une nova. Voilà, donc il peut être une nova, une supernova ou une hypernova selon la puissance et la taille d'une étoile. Alors à ce moment-là, c'est très simple, comme je t'ai dit juste avant, le noyau en fait
arrête de créer, de produire de l'énergie en son centre, qui donc du coup arrête de repousser vers l'extérieur toute la matière qui entoure l'étoile, et ce qui a pour effet de créer un effet assez dramatique qui est l'effondrement de la matière de l'étoile en son centre. Et alors, une fois que ça arrive, la matière vient brutalement sur le centre, puis rebondit et est expulsée tout autour de l'étoile. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la supernova, et si tu veux voir une image de ce que ça donne à peu près ça. Euh, voilà. Alors, ce que tu vois autour, en fait, toutes ces belles couleurs, ce sont tout simplement la matière qui est contenue dans cette étoile qui est expulsée. Hein. Donc il faut savoir que depuis le centre jusqu'à l'extérieur de cette étoile, enfin de cet amas-là, il y a plusieurs années-lumière parfois de distance. Donc c'est pour essayer de te faire comprendre, de te faire témoigner la puissance de ce qui se passe devant tes yeux. Et donc cette image-là, on l'appelle la nébuleuse du crabe. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en son centre, il y a un petit pulsar, une étoile à neutrons qui est un pulsar. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on obtient un pulsar? Est-ce que finalement toutes les étoiles créent des pulsars en s'effondrant? Eh bien non. Non, c'est pas tout à fait ça. Une étoile en mourant peut créer plusieurs choses. Alors, il faut savoir que en dessous de 8 fois la masse solaire, en dessous de 8 fois la masse solaire, on obtient quelque chose qui ressemble à ce que l'on appelle une naine blanche. Alors une naine blanche, c'est quoi? C'est tout simplement une espèce de petit caillou, hein, enfin de gros caillou quand même, mais relativement petit dans les domaines astronomiques, qui n'est rien de plus que le reste de cette étoile, qui tourne sur elle assez rapidement, relativement rapidement, et qui finira un jour ou l'autre par s'arrêter et par tout simplement devenir un caillou inerte dans l'espace. Entre 8 fois et 20 fois la masse solaire, il y a de fortes chances que on obtienne un pulsar ou alors une étoile à neutrons. Alors, c'est plus ou moins la même chose, je vais t'expliquer un petit peu plus loin quelle est la différence entre un pulsar et une étoile à neutrons, mais basiquement, c'est à peu près dans ces ordres de grandeur-là que l'on arrive à produire un pulsar. Et au-delà de 20 fois la masse Sol, on obtient ce que l'on appelle un trou noir. Alors si tu veux savoir ce qu'est un trou noir, je te conseille de regarder une vidéo que j'ai faite avant, ma première vidéo en VR, qui essaye de t'expliquer plus ou moins ce qu'est un trou noir. Voilà, voilà. Alors, nous, penchons-nous un petit peu sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les pulsars ou même les étoiles à neutrons. Alors, qu'est-ce qu'une étoile à neutrons? Une étoile à neutrons, c'est un résidu, donc le noyau que tu vois là, de l'étoile qui a été en fait assez lourd pour pouvoir continuer à tourner sur lui-même de manière très 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 rapide. Alors ça peut dépendre du nombre, du poids et de la manière dont l'étoile a explosé, mais la vitesse peut varier. Cette vitesse, elle est environ compris entre 1,5 et peut-être 200, voire plus. Pour l'instant, on n'a pas vu au-dessus de 200, mais rotation par seconde. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que ce morceau de matière-là tourne à entre 1 et 200 fois sur lui-même par seconde. Alors, imagine un petit peu ce que ça donne quand on est sur un astre qui tourne à peu près 200 fois par seconde sur lui-même. C'est une réaction assez violente, assez extrême, et qui a pour effet de produire quelques phénomènes assez extrêmes
qui produit des phénomènes physiques assez extrêmes. Je tiens à attirer ton attention aussi sur la taille de cette petite boule que tu vois là. Donc de cette petite boule de matière. Il faut savoir qu'un pulsar ou une étoile à neutrons fait environ 25 km de diamètre. Voilà, donc tu as bien compris, 25 km de diamètre. C'est un petit peu comme si le Soleil, notre Soleil par exemple, tout entier, s'effondrait et donnait quelque chose, un espèce de caillou de la taille de 25 km de diamètre. Et il pèse environ, à peu près, pour une petite étoile, 3,5 masses solaires. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu malade. J'ai peut-être un petit peu le nez qui... je parle peut-être un peu du nez, mais bon. Alors, je tiens aussi à attirer ton attention sur le fait que, vu que ce bout de matière-là fait 3 environ, hein, à peu près, on va dire, dans les limites basses, 3,5 masses solaires, cela veut dire que pour un soleil, par exemple, enfin une étoile qui faisait à la base 8 masses solaires, hop, on se retrouve avec quelque chose qui ne pèse plus que 3,5 masses solaires. Alors vous me direz, c'est bizarre, où sont passés le reste? Eh bien, le reste, c'est tout simplement ce que tu vois là. Donc toute la matière qui a été expulsée autour. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit point culture, on va dire. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de très bizarre, de si bizarre avec les pulsars? Alors, les pulsars, comme je viens de te le dire, ça tourne extrêmement vite sur soi. Hein, donc, un objet de 25 km de diamètre qui peut tourner jusqu'à 200 fois par seconde autour de soi, c'est pas très commun. Hein. Même dans la vie réelle, sans avoir un objet de cette taille, c'est pas très commun. Et pour te donner un ordre d'idée, il faut imaginer que comment dire, c'est l'équivalent un petit peu de comment dire, la masse, la densité de cette chose est équivalente par exemple, si tu voulais mettre, je sais pas moi, l'Everest tout entier dans un sac. Tu prenais tout l'Everest, toute la matière qu'il y a dans l'Everest, que tu le compensais à fond et que tu le mettais dans un sac. Voilà, tu as à peu près la densité de ce caillou-là. Donc c'est un caillou très 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 lourd et très très dense. Alors, ce genre de phénomène, quand ça se passe, il faut savoir que si ça tourne assez vite sur soi, eh bien, ça a tendance à créer un champ électromagnétique que tu peux voir représenté ici par ces petits faisceaux de lumière qui tournent. Alors, ces faisceaux de lumière, ils partent du pôle magnétique, d'un pôle magnétique, font le tour de l'objet et reviennent euh, dans l'autre pôle magnétique. Il faut savoir qu'on a à peu près la même chose, enfin on a la même chose sur Terre, voilà. Et ça c'est très important parce que si on n'avait pas ça sur Terre, eh bien on n'aurait tout simplement pas de bouclier euh, euh, qui nous protégerait des rayons qui nous arrivent constamment, des rayons mortels, hein, comme des rayons X et des rayons gamma, qui nous arrivent dessus et qui rendraient la vie tout simplement impossible sur Terre. Alors, maintenant, quelle est la différence entre un pulsar et une étoile à neutrons? Alors une étoile à neutrons, c'est exactement ça, sauf que quand elle tourne sur elle-même, elle tourne sur... comment dire, ces pôles magnétiques que tu vois dessinés là sont dans le même axe que son axe de rotation. Donc basiquement, en fait, même si elle tourne sur elle-même, voilà, elle tourne, mais elle envoie ses rayons que voilà, de manière fixe et cela ne bouge pas. Dans le cas d'un pulsar, c'est exactement le même phénomène, sauf que euh, les rayons émis par les pôles magnétiques de l'astre sont désaxés par rapport à l'axe de rotation. Alors, qu'est-ce que ça a pour effet? Eh bien, ça a pour effet de balayer un petit peu tout autour, voilà, euh, l'espace et d'envoyer des rayons à peu près partout, voilà, dans l'espace.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois que l'on a détecté un pulsar, ça remonte à très peu de temps finalement, et ce sont deux chercheurs qui ont pointé un radiotélescope dans l'espace et qui ont commencé à percevoir des bips. Et alors ces chercheurs-là, ils étaient perturbés parce qu'ils recevaient des bips de à peu près 1,5 bip ou 1,3, je ne sais plus, par seconde. Et, euh, et alors, ce qui les a un petit peu remués, c'est qu'ils se sont rendus compte que le 1,5 bip par seconde était tout simplement extrêmement fixe et ne bougeait jamais. Il n'y avait aucune variation, c'était quelque chose de très régulier, comme un métronome qui ne s'arrête pas et qui est extrêmement bien réglé. Alors au début, ils se sont dit, waouh, c'est peut-être des messages d'extraterrestres. Donc ils ont baptisé en fait ce signal LG euh, M. Voilà. Donc LGM, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut tout simplement dire Little Green Man. Little Green Man pour petit homme vert. Voilà, donc ça c'était ce qu'ils pensaient. En fait, ils pensaient tout simplement que c'était un message alien ou une transmission d'alien. Donc depuis, bah, ils se sont rendus compte que par les observations que ce n'était pas tout à fait un message alien, mais tout simplement un astre qui nous envoyait des bips réguliers d'énergie que l'on captait, enfin, que l'on captait et que l'on recevait comme étant un bip. Donc depuis, ils ont appelé ça, ils ont donné plein de noms au phénomène jusqu'à ce qu'un chercheur, par convention, établisse une convention qui appelle ça tout simplement un pulsar. Alors, ce qu'il faut savoir avec un pulsar, c'est que on entend, comme je vous ai dit, des bips. Mais pourquoi des bips et non pas un son continu? Eh bien, tout simplement parce que le pulsar tourne sur lui-même et nous envoie de manière régulière des rayons, voilà, sur notre Terre que l'on peut capter, que l'on capte comme des bips. Donc ce sont des fréquences. Comme tu peux l'observer, j'ai essayé de modéliser tout autour du pulsar euh, ce que l'on appelle le champ magnétique du pulsar. Donc ce dont je te parlais avec la planète Terre voilà, que je t'ai dessiné tout à l'heure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce champ magnétique-là, de par la rotation de cet axe, de, cette, de cet astre, c'est un champ magnétique qui est extrêmement intense. Et tout simplement, ce champ magnétique, en étant ce qu'il est, va produire, en fait, va tout simplement produire et émettre, va chasser des rayons d'énergie, donc ces fameux rayons de lumière, de X et gamma, de l'étoile. Donc voilà. En gros, c'est plus ou moins la force qui est émise dans ce champ magnétique qui canalise et propulse de l'énergie, voilà, de par ces deux pôles magnétiques. Donc ça c'est un petit peu le pulsar. Alors ce qu'il faut savoir c'est que si tu te trouves autour d'un pulsar, il y a une gravité, une force de gravité assez intense qui va s'exercer sur toi, euh, proche d'un trou noir finalement, de celui d'un trou noir. Et si tu as vu un petit peu ma vidéo qui parle des trous noirs aussi, tu sais sûrement que le simple fait de s'approcher de ce genre de phénomène risque fortement de te tuer, tout simplement, par spaghettification, je ne sais plus trop le terme exact. Mais voilà. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que tu risques de te prendre un de ces rayons, voilà, un de ces rayons qui ne sont pas du tout des rayons bien pour la santé, hein. Alors dans ces rayons-là, il y a des rayons de lumière, des rayons X, mais aussi des rayons gamma qui sont extrêmement mortels et qui va te provoquer un cancer. Et comme mais, du coup, si tu te prends un de ces rayons, tu risques de mourir encore une fois dans d'atroces souffrances. C'est chose assez commune dans l'univers que de mourir d'atroces souffrances en s'approchant d'un astre tel que celui-ci. Voilà, alors je pense que j'ai pas énormément de choses en plus à te dire sur les pulsars, si ce n'est qu'ils sont assez fascinants et que, en fait, vu qu'ils sont extrêmement réguliers et qu'on arrive à plutôt bien les capter, certains chercheurs pensent que dans l'avenir, si l'humanité est amenée à voyager dans l'espace, on pourrait se servir de ces points de repère comme tout simplement
de points de repère, voilà, pour se localiser dans l'espace, un peu comme un GPS de l'espace, voilà. D'ailleurs, petit fait amusant, il y a quelques années, nous avons envoyé une sonde spatiale avec une petite pancarte plus ou moins qui décrit la position de la Terre en fonction de la position des pulsars dans notre galaxie. Voilà. Donc ça c'est au cas où des extraterrestres trouveraient ce message. Donc voilà, voilà. Maintenant, j'aimerais te faire écouter un petit peu le bruit que nous captons de la part de ces pulsars. Alors, je vais commencer par te montrer tout simplement comment on appelle un pulsar. Donc ça, c'est un petit peu le nom scientifique que l'on donne aux pulsars. Donc, on les note comme ça, PSR pour pulsar, B0 329 plus 54. Donc ça, imagine que c'est juste, tout simplement la position de l'étoile dans le ciel, sa longitude, enfin pas sa longitude, sa latitude, mais c'est un petit peu le délire, voilà, le genre de coordonnées que l'on va donner pour retrouver le pulsar. Et alors dans ces différents pulsars, on en a trouvé, je crois, à peu près 1700. On en a répertorié 1700. Il y en a peut-être beaucoup plus dans l'espace, mais on en a répertorié 1700. Et dans ces 1700, il y a des pulsars qui tournent plus ou moins vite. Alors, il y en a qui tournent à 1,4, 30, voire 175 rotations par seconde, ce qui est complètement ouf. Alors le pulsar que je t'ai montré, qui se trouve ici, voilà, et bien son vrai nom pour les scientifiques c'est PSR 054 53 1 plus 21. Voilà, donc ce pulsar tourne à 30 rotations par seconde. Voilà, et il y en a bien d'autres qui tournent encore plus vite. Donc, mais en fait, j'aimerais tout simplement te faire écouter le bruit que font ces pulsars une fois que les rayons de ces pulsars atteignent la Terre. Donc, en premier, je vais te faire écouter le bruit que fait ce pulsar. Voilà. Donc, imagine que chaque bip est en gros une rotation. Maintenant, j'aimerais te faire écouter celui-là. Voilà. Et maintenant, le dernier, qui est sûrement l'un des plus violents que l'on ait trouvé. Voilà. Donc j'espère que ça te donne une petite idée un petit peu à la vitesse à laquelle tournent ces objets. Et je tiens à te rappeler que ces objets font à peu près 25 km de diamètre. Donc voilà, voilà, j'espère que mon explication t'a un petit peu éclairé sur certains points. Si tu penses que j'ai oublié certaines choses, je t'invite à me le mettre dans le commentaire. Peut-être que je te ferai une vidéo réponse ou que je ferai une vidéo annexe pour essayer de reprendre ce que j'ai oublié. Et j'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'aura appris quelques trucs. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée et notamment à mon papy. Voilà.